Parmi les gens de mer, ce sont souvent les maîtres coqs qui ont les meilleures histoires. Il faut dire que les bougres ont le temps de remuer, d'épicer et d'affiner leur compte, en même temps que la tambouille qu'ils touillent. Quand ils ne sont pas aux cuisines, ils sont sur le pont, à regarder le large. Et tandis que les matelots s'activent aux manœuvres, ils cogitent et les histoires ne cessent de cuire dans leur tête. J'en ai connu un qui passait son temps à chiquer. Il ne s'arrêtait que lorsqu'il se mettait à moudre du café pour l'équipage. Oh, pas par commodité, mais parce qu'il avait l'habitude d'accomplir la tâche tous les soirs de vent calme, de mer d'huile et de ciel lumineux. Quel rapport entre la chic et le calme ? Eh bien, à chaque fois, la bordée de quart, que la clémence de la météo contraignait à l'oisiveté, avait l'habitude de venir le voir tandis qu'il moulait le café du lendemain. Là, il retirait sa chic. Elle devenait encombrante lorsqu'il se mettait à raconter des histoires. Et il en avait une qui parlait d'un roi. Ce n'était pas l'histoire d'un roi avec une couronne qui ne sait à qui marier ses enfants, ou même celle d'un souverain bon et glorieux qui œuvre à la paix de son royaume. Ce n'était pas celle d'un roi qui rend justice, pas celle d'un roi qui organise de grandes fêtes, pas celle d'un roi qui rencontre une fée, pas celle d'un roi qui cherche une épée. Ce n'était ni l'histoire d'un bon roi, ni celle d'un mauvais. C'était l'histoire d'un roi, d'un empereur même, que tout le monde ignore, car il règne sur un royaume que bien peu de gens connaissent, et son peuple, ses sujets, ne vous parleront jamais de lui. Ce roi, c'est le roi des baleines, l'empereur des cachalots. Les yeux des hommes ne le voient que rarement, et le plus souvent ils ne le voient que 2 fois, quand il lui prête allégeance, et quand le souverain vient leur rappeler d'honorer leurs paroles. À Dieppe, il y avait un jeune capitaine qui faisait sa première campagne de pêche à la baleine en tant que maître à son bord. Il était ambitieux et sûr que la Providence pourvoirait à son succès et à sa fortune. Au début, cette dernière ne lui donna pas tort. Les vents menèrent le navire dans quelques criques du Pacifique où les cachalots se pêchaient par dizaines. En quelques mois, on chassa, on travailla, et on remplit la moitié des cales d'une huile fine qu'on revendrait au port à prix d'or. Mais la destinée estima que la bonne fortune devait s'arrêter là. Pendant plusieurs années, le capitaine et son navire sillonnèrent vainement les 4 coins du monde, du détroit de Bering à celui du Mozambique, de la mer du Japon à la mer de Tasman. On vit passer l'océan Indien, le Pacifique Sud et l'Atlantique Sud sans rien voir, sans rien prendre. On fut baladé par les vents et malmené par les tempêtes, et la coque fut rayée par les glaces des 2 pôles. Mais toujours rien. Comble de l'infortune, on avait dû se résoudre, pour se ravitailler et pour réparer les avaries qui sévissaient, à vendre une partie de la précieuse cargaison d'huile. Le Cap Horn avait finalement été fatal à l'expédition, malmenant à tel point le navire et son équipage que plusieurs marins moururent, et que les dégâts furent tels qu'après 5 ans de vaines chasses, le capitaine dut se résoudre à remettre le cap sur son port d'attache avec seulement 1/3 de ses cales pleines. Une misère qui ne paierait même pas la moitié du voyage. Cette catastrophique équipée ne manqua pas d'attirer l'opprobre et le déshonneur sur le pauvre capitaine dès qu'il revint au port. On n'attribuait pas son échec à la mauvaise fortune et aux caprices des vents, mais à son manque de talent supposé, et à une certaine fainéantise en mer, et ce, même si tous ceux qui avaient navigué avec lui disaient le contraire. L'armateur fit la grimace devant le capitaine, mais ne le congédia pas, car les 2 hommes étaient liés par un cousinage, et l'on sait parfois que les liens du sang peuvent être aussi robustes que les épais grelins qui gardent les bateaux amarrés au quai. Le cousinage est important en ce bas monde, et plus d'un maître coq ne serait jamais parti s'il n'avait pas eu un de ses cousins bien placé pour l'introduire à bord d'un navire. Non seulement le capitaine ne fut pas renvoyé, mais en plus, on répara et on affréta son navire pour une seconde campagne qui, tout le laissait à penser, devait forcément mieux se passer que la première. Ainsi, le capitaine reprit la mer, déterminé à ne revenir que lorsque ses cales seraient aussi remplies qu'un bordel du port les jours où les navires marchands sont à quai. On louvoya dans l'Atlantique. Une prise. On louvoya dans le Pacifique. Une prise. Un cachalot harponné au nord, une baleine piquée au sud. Dans l'océan Indien, un nouveau léviathan fut capturé. C'était beaucoup, et c'était peu, car ce butin, on mit 3 années pour le constituer. Désespéré et suivant le vent des rumeurs, le capitaine décida de suivre les courants qui menaient au septentrion. On disait que, là-bas, les baleines jouaient dans les glaces comme les lapins dans les garennes. Le capitaine avait déjà visité ces contrées et savait que le froid multipliait les dangers de la chasse. Cette fois-ci, les glaces des 2 pôles ne se contentèrent pas de rayer la quille et le cuivre des bordages. Les icebergs éventrèrent la coque, que les tarets, ces termites des mers, malédiction des navires, avaient grandement fragilisée. On s'en sortit au prix de lourds sacrifices, mais la catastrophe condamna le navire à retourner à Dieppe, avec seulement une centaine de barils d'huile au terme de 4 longues années de vaines chasses.
Maigre butin quand on sait que d'autres capitaines mettent parfois 2 ans de moins pour en rapporter 2000. À son retour, le capitaine s'en fut voir son cousin l'armateur, qui fit la grimace. Les liens du sang n'étaient plus des grelins, mais des filins fort usés. « Tu comprends qu'avec ces 9 ans de pêche infructueuse, je ne peux pas continuer à te garder dans nos rangs, » expliqua l'armateur à son cousin. « Mais je connais peut-être un navire où l'on voudra bien de toi. Le grand voltigeur hollandais va donc prendre son commandement, » se moqua-t-il en riant. Oh, le capitaine avait l'allure d'un pont dévasté par une vague scélérate. Il se traîna jusque chez lui où l'attendait sa femme. « Te voilà enfin rentré, mon petit mari, allons donc acheter cette robe de soie que tu m'as promise. » Le capitaine ne répondit pas. « Allons bon, prépare-toi et filons en ville, la robe de soie nous attend. » fit sa femme en l'embrassant. « Nous irons en ville, » répondit le capitaine. « Mais va donc plutôt chercher ta robe de coton et prends-la avec toi. Nous la vendrons pour acheter des biscuits secs. Je suis coulé, madame. Il ne me reste plus qu'à prendre les commandes du grand voltigeur hollandais, s'il daigne croiser ma route. » La femme battit des écoutilles et s'affala comme une grand voile, aussi éveillée qu'un marin qui a vidé trop de fois sa moque de rhum le même soir. Maître capitaine en fut fort inquiété. Il tenta de réveiller sa femme, mais rien n'y faisait. Il prit donc avec lui la robe de coton et s'en fut en ville pour l'échanger contre quelques pharmacos aptes à tirer sa femme des songes. À son retour chez lui, marée basse, tout avait disparu. Plus de femmes, plus de bijoux, tout avait appareillé pendant son absence. La voleuse avait filé sa ligne avec la tirelire et tous les biens précieux de la famille. Les femmes de baleiniers sont comme les lampes, elles ne brillent que lorsqu'il y a de l'huile. Ah, l'infortuné capitaine que je suis. Plus de femmes, plus d'argent, plus de commandements. Que me reste-t-il à faire, hormis prendre le large une dernière fois? Le malheureux se dit qu'il n'avait plus qu'à avaler sa gaffe et débarrasser le monde de sa pathétique existence. Il prit le chemin vers la mer. 10 livres de galets dans mes poches, un sol pentu et un courant amicalement traître sauront me donner satisfaction, songea-t-il en arrivant sur le rivage. Il longea la côte jusqu'à ce que la lumière du soleil laisse place à celle de la lune, et arriva dans un endroit isolé, résigné à se donner à l'eau. La marée était basse, ça empestait la vase, et, pour rejoindre la mer, le capitaine devait franchir à pied un sol jonché de goémons visqueux dans lequel il s'empêtra. Maître capitaine arrivait près des vagues, chargeant toutes ses poches de galets en soupirant, sanglotant, et en jetant, de temps à autre, des regards tristes vers l'horizon sombre et complètement indifférent à son sort. Soudain, il vit une silhouette jaillir du rouleau clair d'une vague. Cette ombre qui marchait vers lui, c'était celle d'un grand homme maigre, portant un habit noir et des gants noirs. « Qui est donc ce particulier qui vient me compliquer la besogne? Et quel drôle de chemin prend-il pour m'accoster ?» songea le marin. Quand ils ne furent plus qu'à une longueur d'aviron de distance, l'homme se mit à sourire. Il avait la peau flasque et verdâtre. Son nez ressemblait à une pâte d'encre, et un de ses yeux était vert, tandis que l'autre rougeoyait étrangement. Chose bizarre, si la figure du bonhomme suintait, le reste de ses vêtements semblait parfaitement sec. « Bonjour, capitaine. »« Dame, songea le capitaine, en voilà un qui me connaît. Mais je ne le connais pas, moi. Est-ce un naufragé pour surgir ainsi depuis le large, et par quel tour n'est-il pas mouillé? »« Que faites-vous donc par ici, capitaine ?» reprit l'homme. « Répondez-moi d'abord en me disant qui vous êtes, vous qui avez le même talent que les canards de passer par l'eau et d'en sortir tout sec. » Le grand monsieur fit une grimace. Il essaya de rire, mais il n'y arriva pas. « Allons, capitaine, cherchez-vous à faire quelques prises en retournant ainsi les galets et en les mettant dans vos poches? »« Je fais ce qu'il me convient de faire. Laissez-moi tranquille, que diable !» Le grand monsieur sourit et tenta à nouveau de rire, sans y parvenir. « Le temps est beau ce soir, n'est-ce pas, capitaine ?»« C'en est assez à la fin. Retournez donc d'où vous venez. Vous avez l'air de me connaître. Si c'est le cas, vous savez que le jeu n'est jamais beau lorsqu'on m'a pour partenaire. » « Ne vous fâchez pas, capitaine, je ne suis pas venu en railleur. Certes, je vous connais fort bien, tant votre esprit que vos voyages. Je sais que vous avez eu du malheur, mais, si vous le permettez, j'aimerais vous rendre service. »« Me rendre service? Dame, virez de bord, je n'ai d'argent pour aucun service. » Le visage de l'homme se tordit. Il ouvrit la bouche comme s'il allait rire, mais aucun son ne sortit. « Je sais que votre cousin l'armateur vous a ôté le commandement de votre navire. Je peux faire en sorte qu'il vous le rende, si je veux. Et je ne veux que si vous voulez. »« En ce cas, qu'attendez-vous en retour ?» demanda le capitaine en vidant les galets de ses poches. « Ah, vous ne voulez donc plus vous jeter à l'eau? Qui êtes-vous pour savoir si bien ce que j'ai fait et ce que je voulais faire? Le diable ?» À nouveau, les traits de l'homme se figèrent en une grotesque grimace, et, à nouveau, il voulut rire, mais en fut incapable. « Je suis ce que je suis, et vous êtes qui vous êtes. Que dites-vous de ma proposition? Répondez sans louvoyer. »
Je suis d'accord. Vous plairait-il de rentrer avec un plein chargement d'huile de baleine à chacun de vos voyages? Répondez sans embarder. Oui, oui, 1000 fois oui. Alors il en sera ainsi, je vous le promets. Merci, s'exclama le capitaine en tombant les 2 genoux dans le goémon. Mais de grâce, qui êtes-vous? Pour être si généreux, vous devez être le bon Dieu. À ces mots de bon Dieu, le grand monsieur frémit, et son expression d'homme qui essaie de rire disparut tout net de son visage. Par le Christ, répondez-moi donc. Ce mot de Christ fit se plier l'homme en deux, comme si le capitaine venait de lui asséner un coup de poing de son cru. Il se redressa quasi instantanément et salua le capitaine presque en touchant terre. J'ai cependant une petite condition. Tous les membres de votre famille et vous-même deviendrez des baleines après votre mort. Le capitaine recula de quelques pas et manqua de trébucher sur des galets. Malgré la subite épouvante, il reprit son refrain. D'abord, dites-moi qui vous êtes. Tu le sauras après. Non, non, je veux le savoir maintenant. Eh bien, soit. Je suis le roi des baleines, l'empereur des cachalots. Sur tous les océans, il ne se donne pas un coup de harpon, un seul coup de lance, sans que je le permette. C'est ainsi que je punis les sujets qui me désobéissent. Alors, consens-tu? Ferai-je ma fortune avant ma mort? Certes. D'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais tu ne mourras que lorsqu'il y aura un mort dans ta famille, et que, sans le savoir, tu auras fait souffler rouge à ce parent devenu baleine ou cachalot. Cette dernière clause du traité rassura le capitaine, et il tendit sa main. Marché conclu. Le grand monsieur avança sa poigne gantée. L'expression de l'homme était toujours cette grimace qui laissait présager un rire qui ne venait pas. Le capitaine frémit d'effroi et de dégoût en sentant une poigne molle et froide. Il avait la sensation que la pression de sa main écrasait quelque liquide épais qui remplissait le gant. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te marquer. C'est ma méthode pour reconnaître les individus avec qui je fais affaire. Je ne peux pas me rappeler de tous les noms. Ferme donc les yeux et laisse-moi faire. Le capitaine s'exécuta. Il sentit un liquide se glisser derrière sa tête et un autre barbouiller son visage. Il ressentit 2 petites pressions froides sur ses yeux avant d'entendre quelques mots étranges. Les liquides disparurent. Ouvre donc l'œil gauche et regarde à l'est. Le capitaine obéit. Ouvre donc l'œil droit et regarde à l'ouest. De rechef, il se plia aux ordres. Parfait. Il ne me reste plus qu'à te saluer, grand capitaine. Attendez, où m'avez-vous marqué? Le capitaine se passa les mains sur la tête. Ses cheveux, sa peau et sa barbe étaient complètement secs. Il se frotta les yeux, les ouvrit et sursauta presque aussitôt. Le grand bonhomme en noir se pencha, prit un galet et cracha dessus. Il le montra ensuite au capitaine. « Que vois-tu » ? « Dame, je vois 3 embarcations qui chassent une baleine. Celle-là est aussi grosse qu'un pou, et les 3 pirogues qui la poursuivent larges comme un cheveu. Elle souffle à 1/4 de mille sous le vent et... Oh, jarni Dieu, son souffle est rouge, comme le contenu d'un tonneau qu'on viendrait de percer avec une queue de cochon. J'entends l'officier. Nagez dur, nagez ferme, mes enfants. Debout, harponneurs, qu'on s'y acculait. Pique donc, qu'on l'amarre et qu'elle file son nœud, que la course en char commence et qu'elle se termine dans le sang. » Le grand homme ne lui laissa pas le temps de continuer. Il jeta le galet merveilleux au loin. « Quelle conclusion tires-tu sur ce que tu viens de voir ?»« Ma foi, j'y vois mieux que 10, non, que 100 paires de mirettes. J'ai l'impression que vous m'avez arrimé une douzaine de lorgnettes juste là, dans chaque œil. » Désormais, c'est ainsi que tu verras. Tu pourras observer les baleines à des milles de distance et à bien des brasses de profondeur. Maintenant, rentre donc chez toi et prépare-toi à prendre la mer. Dès demain, tu auras des nouvelles de ton armateur et tu deviendras le plus grand baleinier de France et tous les capitaines du monde envieront tes succès. Allez, va donc au devant de la fortune. » Disant ces mots, le grand monsieur s'en fut en suivant exactement le même chemin que celui qu'il avait pris pour venir. Quant au capitaine, il prit la route qui menait au port pour rentrer chez lui. Pauvre homme, il est tellement malheureux et a tant pleuré que ses yeux ont viré de bord, murmuraient les gens qui croisaient le marin. Dès le lendemain, le capitaine fut réveillé par sa femme qui égréna 1000 excuses pour implorer son pardon. La veille, les nerfs de madame l'avaient trahi et madame n'avait agi que par peur et désespoir, chose qu'elle ne recommencerait plus jamais. À peine le capitaine eut-il achevé son petit déjeuner qu'un commis se présenta et prévint que son cousin l'armateur en personne l'attendait avec impatience et enthousiasme pour lui faire signer un nouveau contrat. Quelque temps plus tard, le capitaine reprenait la mer à bord de son vaisseau, témoin muet de tant de misère et de mauvaises aventures. Cette fois, le capitaine mit à peine 8 mois à remplir ses cales à ras-bord,
La chasse avait été si miraculeuse qu'on s'était même résolu à entreposer des barils sur les différents ponts du bateau. Le capitaine rentra avec une gloire d'autant plus grande qu'elle succédait à presque une décennie de misère et de mauvais sorts. Ce n'est pas une robe en soie que reçut la femme du capitaine, mais 100. Avec sa part du gain, son cousin l'armateur put faire construire et armer un nouveau navire. À peine le succès estompé, le capitaine reprit la mer et revint quelques mois plus tard, les cales toujours aussi pleines. Le charpentier avait même fait aménager de nouvelles cales dans les ponts pour pouvoir ramener toujours plus de barils. Partout, dans tous les ports de baleiniers, le nom du capitaine n'était plus mentionné qu'avec jalousie. Tout lui réussissait, mais voilà qu'un jour, en revenant de la pêche, il apprit que ses 4 enfants étaient morts. Le capitaine se souvint du contrat passé avec le roi des baleines, l'empereur des cachalots, et il refusa catégoriquement de repartir pour une nouvelle pêche. Mais sa femme insista. Elle était contente qu'il soit à terre, mais uniquement lorsqu'il ramenait sa part de la vente d'huile. Le reste du temps, son capitaine de mari était bien trop encombrant et gênait la relation qu'elle entretenait avec un commis de la ville. « Allons, mon tendre époux, je te ferai autant d'enfants que tu le souhaites, reprends donc la mer. À ton retour, tu en trouveras déjà un. »« Non, ça n'y fait rien, je ne pars pas. » Elle ignorait bien entendu le funeste pacte passé par son mari, et ne savait pas que son nom figurait dans les registres du roi des baleines, de l'empereur des cachalots. La femme insista. Elle insista tant que le capitaine finit par se résigner. Après tout, songea-t-il, je ne cours pas plus de danger qu'avant. L'aîné de mes enfants avait 4 ans. Si mes rejetons sont tous devenus des baleines, ils nagent forcément sous les traits d'enfants, de cafres ou de baleineaux. Il me suffit donc d'éviter de chasser les jeunes baleines pour être sûr de ne pas les tuer. Gardant cette pensée en tête, il repartit faire le tour du monde. Et une fois de plus, sa pêche fut très heureuse. À son retour, sa femme l'entortilla à nouveau et parvint à le convaincre de faire un dernier voyage pour assurer leurs vieux jours. Alors qu'on armait le navire, le capitaine apprit la mort de son vieux père, qui avait plus de 80 ans. « Bah, pensa-t-il, mon cher père était bossu, il a dû devenir une baleine à bosse. Une chance, puisque c'est là une espèce trop maigre que nous ne chassons jamais. Qu'on file l'écoute du grand phoque, adieu, et allons pour la dernière fois. » En seulement 6 mois, les cales furent pleines. Alors qu'on était sur le chemin du retour, on rencontra une baleine et son petit. « On ne touche pas au baleineau, pas un harpon sur lui », ordonna le capitaine avant de jeter les pirogues à la mer. Quelques heures plus tard, le pauvre cafre tournait anxieusement autour des bordages de la cale, flairant sa maman qui y était descendue par quartier. On était alors à quelques jours de navigation de Dieppe, et le capitaine se frottait les mains en songeant au grand monsieur en noir qu'il avait aperçu sur la grève, un soir de désespoir. « En voilà un qui a fait ma fortune, mais qui, hélas, ne me rattrapera jamais. Pour moi, c'en est fini des baleines, et je ne suis pas prêt de reposer mes pattes sur un harpon ou sur une lance. C'est une vie de prince qui m'attend, et je m'en vais la commencer avec un banquet dont on parlera encore dans 100 ans. » Tout joyeux, le capitaine descendit jusqu'à sa cabine. Avant de se coucher, il devait consigner les événements du jour dans son journal. Tandis qu'il écrivait, une odeur désagréable de vase envahit la pièce, et une voix vint couvrir tous les grattements de la plume. « Vous avez oublié quelque chose, capitaine. » Le commandant se retourna. Derrière lui se tenait le grand monsieur, la peau toujours aussi verdâtre et visqueuse, le visage crispé dans une sorte de sourire joyeux, d'où aucun rire ne sortait. « Ah, c'est vous. Et qu'ai-je oublié, je vous prie ?»« Notez ceci dans votre journal. C'est aujourd'hui que le capitaine est tombé à la mer. Il n'a pas pu être repêché. »« Oh là, qu'est-ce que ça signifie? Aurais-je fait couler le sang de quelques membres de ma famille devenus baleines ?»« Oui, pas plus tard qu'aujourd'hui. »« Impossible. » Et pourtant si. « Par quel prodige! Oh, ta femme est morte ce matin en accouchant d'un beau petit garçon. » Ah, il était donc écrit quelque part que cette femme ferait toujours mon malheur. Mais j'avais recommandé de ne pas tuer le baleineau. Oh, celui-là, tu aurais pu le tuer. Il n'est pas de toi, mais d'un commis. Mais la mer, tu aurais dû l'éviter. Allons, dépêche-toi. Je ne suis pas très à l'aise sur les bateaux. Sans mot dire, le capitaine se leva. Le grand homme fondit sur lui et par un sabord, l'emporta droit dans la mer. Le lendemain matin, on remarqua que le commandant avait disparu et qu'un énorme cachalot pâle se promenait autour du navire. Fort heureusement pour lui, les cales étaient si pleines qu'on ne pouvait plus rien y ajouter. L'équipage le laissa donc tranquille. Maintenant que vous connaissez cette histoire, vous comprenez pourquoi le maître coq ôte sa chique lorsqu'il moud son café. Quand il a terminé de raconter, on lui demande souvent ce que sont devenus les membres de cette étrange famille des mers, ceux qui se sont transformés en baleines, en cachalots, et qui continuent de hanter l'écume du globe. Il répond ce qu'il sait, ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas.
ni où les membres de cette famille se trouvent, ni s'ils sont en vie. D'aucuns disent qu'ils sont disséminés dans les divers océans du globe, d'autres disent qu'ils ont tous été chassés. Mais une autre histoire circule sur leur compte. Plus précisément sur le compte du capitaine, réincarné en un énorme cachalot, pâle comme une après-midi d'hiver. Mais patience, patience, vous finirez par l'entendre.